Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, c'est un grand honneur que de vous accueillir ce soir. Et donc, nous vous remercions d'avoir répondu à cette deuxième édition des bistrots littéraires. Un grand merci à Valérie et Christophe Canal qui nous accueillent ce soir dans leur bistrot gagnant. Le nom très positif gagnant, vous voyez, ça annonce la suite des événements et qui partage aussi cette passion pour les livres. Alors ce soir, nous accueillons Éric Crouzet qui vient nous présenter son second livre, Neurosciences et sciences du bien-être. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors, Neurosciences et sciences du bien-être, voici un vaste programme. Comme je viens de le préciser, il s'agit là d'un second livre écrit par Éric Crouzet et de ce fait, je propose dans un premier temps, Éric, que nous fassions connaissance avec toi et déjà qui nous fait l'honneur de ta présence et puis qui va nous présenter ton parcours. Alors Éric, peux-tu nous dire qui tu es ? Alors déjà bonsoir à tous, je suis extrêmement ravi de cette invitation et d'être là ce soir pour vous présenter effectivement, comme l'a dit Malika, mon second livre. Alors qui suis-je ? Je m'appelle Éric Crouzet, j'ai 44 ans, je suis le mari d'une magnifique épouse qui va nous rejoindre bientôt et le papa de 2 garçons, un de 18 ans et un de 5 ans. Voilà ce qui est du côté personnel et puis côté professionnel, pour faire un récapitulatif de ce que j'ai fait et de ce que je fais actuellement. Je viens du monde du transport, mais c'est un monde que j'ai abandonné il y a quelques années pour m'orienter plus vers le côté santé, performance, dans un premier temps vers les sportifs de haut niveau et vers la nutrition. Et puis comme il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, en l'occurrence les neurosciences, la physique quantique, je travaille aussi sur ces sujets. Donc je suis aussi nutritionniste du sport et j'ai une particularité, c'est d'être expert de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc c'est une technique qu'on utilise notamment chez les sportifs pour améliorer leur performance lors de leurs entraînements et lors de leurs compétitions. Voilà, je crois avoir un peu tout dit sur... Très bien. Voilà, je découvre en même temps que vous. Alors, donc, Éric, tu viens nous présenter aujourd'hui ton second livre, dont je présente la couverture. Voilà, ça vous donne une idée de l'ouvrage. Alors, avant de parler de ce second livre, Neurosciences et sciences du bien-être, peux-tu brièvement nous parler de ton premier livre ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le premier livre que j'ai écrit il y a 4 ans de cela s'appelle Le triptyque de la santé durable, les 3 principes fondamentaux. Et dans ce premier livre, j'explique, je me base sur 3 façons dont il faut se comporter, dont il faut vivre pour améliorer sa santé et vivre de façon en pleine santé et de façon durable. Alors ces trois principes, c'est bien entendu celui que l'on connaît tous, c'est de s'alimenter correctement, donc avoir une hygiène de vie alimentaire plutôt positive et saine. La deuxième, c'est de faire un maximum d'activité physique. Et la troisième, c'est plus le côté mental que je développe un petit peu plus justement dans le deuxième livre, Neurosciences et sciences du bien-être, donc avoir un mental plutôt positif et fort. Merci Éric. Alors maintenant, pour revenir à ton second livre, celui pour lequel nous t'accueillons ce jour, c'est un livre que j'ai découvert que je trouve audacieux, car il nous dit d'oser. Il nous dit que même si on a le droit de pleurer, même si on a le droit d'être triste, d'être en colère ou avoir de la peine, toutes ces émotions
ne sont pas incompatibles avec le bien-être. Ton livre est très documenté et illustré par de nombreuses références d'études scientifiques, à des études scientifiques, des études philosophiques, des études médicales. Donc ça reste un livre très documenté. Et si l'on devait résumer en quelques mots ton livre, on pourrait dire que nous sommes à l'origine de ce qu'il nous arrive et que nous avons le pouvoir de changer les choses. Donc ce livre nous apprend à prendre conscience de nos émotions, de nos pensées, de nos ressentis, tout ce qui peut constituer notre moi, de tout ce qui peut constituer le soi. Donc neurosciences et sciences du bien-être, voici un vaste programme. Peux-tu nous expliquer brièvement ce que l'on appelle, dans un premier temps, les neurosciences? Les neurosciences sont l'étude du système nerveux chez l'homme. Voilà, donc on part du cerveau jusqu'à la moelle épinière, tout le système nerveux. Donc les neurosciences, c'est l'étude du système nerveux chez l'être humain. Dans mon livre, je parle plutôt de neurosciences cognitives. Et les neurosciences cognitives, donc c'est une partie des neurosciences. Les neurosciences cognitives sont le processus cérébral, c'est l'étude du processus cérébral qui est à l'origine de nos capacités mentales. Voilà. Donc, on travaille beaucoup plus en neurosciences cognitives sur tout ce qui est sur le chef d'orchestre de notre corps, qui est le cerveau, et donc tout ce qui se passe dans le cerveau et qui est effectivement, comme je le disais, à l'origine de nos capacités mentales. Et alors justement, pour compléter ce principe de neurosciences, tu nous parles aussi de science et du bien-être. Quel est le lien entre la science et le bien-être ? Effectivement, les neurosciences nous expliquent beaucoup de choses sur le bien-être et d'autres sciences aussi. Le bien-être, en fait, on pourrait qualifier le bien-être comme un état physique, physiologique et psychologique aussi. Donc ça, c'est la définition du bien-être. C'est un état physique, physiologique et psychologique. Le lien avec les neurosciences ou entre les sciences en général, c'est que aujourd'hui, on est capable de visualiser le bien-être à travers notre corps. Je donne un exemple avec des imageries cérébrales, par exemple, on peut effectivement identifier dans le cerveau des régions qui s'activent lorsqu'on est plutôt dans la joie, lorsqu'on est plutôt dans la tristesse ou lorsqu'on ressent d'autres émotions. Et on comprend aussi les sciences, la médecine, les neurosciences, mais certaines disciplines de la physique aussi, nous expliquent effectivement ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on est dans un état, et en l'occurrence cet état de bien-être. Merci pour cette précision. Alors, justement, dans ton livre, tu abordes des domaines très différents, en t'appuyant sur la physique, sur la médecine, la philosophie, la spiritualité, la physique quantique et tant d'autres domaines. En quoi ces différentes disciplines sont-elles complémentaires et contribuent-elles au bien-être? Alors, est-ce qu'elles y contribuent? Très certainement. Tout simplement parce que de nombreuses études scientifiques nous montrent aujourd'hui ou peuvent nous expliquer comment on peut arriver à un état de bien-être ou un état de santé positif en règle générale. Donc ça, c'est la première chose. D'autres sciences comme la physique quantique va un petit peu plus loin. La physique quantique n'a pas forcément quelque chose à voir avec le bien-être. Moi, je l'ai utilisé dans mon livre pour expliquer en fait comment l'homme est constitué, comment nous sommes constitués. Et c'est la physique quantique qui nous apprend ça. Comment l'homme est constitué avec ses molécules, ses particules, ses protéines, etc. Pour en arriver
à expliquer le bien-être. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, sinon je reprends. Pour moi, c'est très clair, mais après, peut-être que il y a besoin de précision. Alors, en sachant qu'on va préciser au fur et à mesure. Alors, dans le préambule de ton livre, tu nous dis que, et là je te cite, je mets entre guillemets, la prescription de la vérité n'est pas performative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est une phrase philosophique qui n'est pas de moi. Oui. Je préfère le dire. Et en fait, la prescription de la vérité n'est pas performative veut tout simplement dire que on a beau avoir conscience de quelque chose, on ne met pas forcément les actions en place pour que ce quelque chose il arrive. Voilà. On pourrait parler de velléité, par exemple. Voilà. Ouais. Quelqu'un de velléitaire, c'est quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose, mais qui ne fait rien pour l'avoir. Voilà. Et la prescription de la vérité n'est pas performative, veut tout simplement dire cela. Je prends un exemple. Des centaines, alors c'est un sujet qui me parle en tant que nutritionniste, mais beaucoup de monde souhaite perdre du poids. Et beaucoup de monde sait aussi comment il faut s'y prendre pour perdre du poids. Alors, certains diront peut-être faire un régime, peu importe la méthode, faire un régime, rééquilibrer son alimentation, peu importe. Mais beaucoup de personnes qui cherchent à perdre du poids savent comment il faut faire, mais ne le font pas. Donc la prescription de la vérité n'est pas performative. Voilà, on a beau connaître la vérité, on a beau connaître les actions qu'il faut mettre en place pour obtenir ce que l'on veut, mais c'est pas pour cela que on met ces actions en place. Et donc on peut appliquer ce principe à la protection de l'environnement. Je sais que prendre une voiture d'1 tonne pour faire 5 km pollue, j'aurais meilleur compte de prendre mon vélo. Oui. Mais voilà, je sais que ça pollue, mais ça ne m'arrange pas, donc je fais pas cet effort-là. C'est ce que ça veut dire ? Quelque part, j'y trouve un bénéfice de ne pas le faire. D'accord. Voilà. Je sais qu'il faut trier les déchets, mais ça m'embête vraiment d'aller au conteneur recyclable qui est à 200 mètres de chez moi. Je préfère de le mettre dans la poubelle qui est chez moi. C'est plus simple pour moi. Voilà. C'est pas bon pour l'environnement, mais quelque part, le bénéfice est plus important si je ne fais pas la chose. Donc finalement, on choisit le chemin de la facilité. On choisit plutôt le chemin de la facilité. Et donc, c'est ce qui nous permet d'aller à la question suivante. Dès le départ, donc, tu nous invites à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, penses-tu que nous sommes des êtres parfaits ? Alors, oui, je crois. Je vais répondre à cette question de deux façons. La première est que effectivement nous sommes des êtres parfaits. On a tous 2 bras, tous 2 jambes. Alors je fais exception bien sûr des personnes handicapées ou des choses comme ça, mais en règle générale, pour une majorité de gens, on a tout ce qu'il nous faut, un cerveau bien conçu. On est tous à la naissance, sauf handicap bien entendu, mais on est tous à la naissance, on est tous de la même façon, avec les mêmes capacité cérébrale, etc. Et effectivement, dans ce sens-là, nous sommes des êtres parfaits. Après, effectivement, la perfection, c'est aussi un vaste sujet et chacun considérera s'il est parfait ou s'il n'est pas parfait. Voilà. En tout cas, moi, oui, je considère que tout le monde est parfait. En tout cas, tout le monde a toutes les capacités, tous les moyens pour être parfait. Et donc, si nous sommes tous parfaits, sommes-nous tous égaux ? Oui, effectivement, nous sommes tous égaux parce que nous naissons tous. Alors si on se contente du sujet auquel on parle aujourd'hui, du bien-être, on est tous capables effectivement de vivre dans le bien-être. On est tous capables de se donner les moyens d'y arriver. Je l'explique dans mon livre. On est tous capables d'arriver à un certain niveau de performance. Voilà, on ne naît pas athlète de haut niveau, on le devient. On ne naît pas écrivain, on le devient. On ne naît pas
peu importe le métier, peu importe ce que l'on fait, on le devient et donc on est tous égaux sur le devenir que l'on souhaite avoir. Alors, pour revenir à la question de la physique quantique que tu nous as présentée tout à l'heure, peux-tu nous dire en quoi la physique quantique va influencer notre bien-être et puis finalement cette volonté d'atteindre la meilleure version du soi? Alors, deux choses, hein. Encore une fois, déjà, vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la physique quantique, qu'est-ce que c'est, hein. Il y a deux physiques qui existent. Il y a la physique classique, celle qui a été inventée par Newton, hein, qui explique des phénomènes comme la gravitation, les planètes qui tournent autour du Soleil, etc., la gravité, voilà. Mais il est arrivé à une certaine époque, au début du 19e siècle, où les moyens matériels ont évolué et on est allé voir dans le plus petit, dans l'infiniment petit, dans le microscopique. Et quand on est allé voir là-dedans, on s'est aperçu que la physique classique, celle de Newton, ne répondait pas aux phénomènes qu'il se passe au niveau microscopique. Donc il a fallu inventer effectivement une nouvelle discipline et la physique quantique est née. Il faut savoir que ce qui se passe à notre échelle, à une grande échelle, au niveau planétaire, ne s'explique pas, ne se comporte pas de la même façon de ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau des atomes par exemple. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était pour vous donner l'explication de la physique quantique. Et c'est une discipline qui évolue aussi de jour en jour, hein. On n'a pas fini, même si la physique classique telle de Newton, on sait tout, on a tout compris. Mais la physique quantique, elle évolue constamment puisqu'on fait sans arrêt de nouvelles découvertes, puisque sans arrêt, les moyens, encore une fois, les moyens matériels évoluent, on va encore voir de plus en plus petit, et même si aujourd'hui beaucoup de théories existent là-dessus, on se rend compte que au fur et à mesure des années, que les théories se vérifient par, encore une fois, la science. J'en ai oublié la question, du coup, hein. Donc, en quoi la physique quantique contribue-t-elle à influencer notre bien-être? Oui, alors, effectivement, quand on parle de physique quantique, comme je vous le disais, on parle d'objets microscopiques. Et en l'occurrence des atomes, par exemple. On est tous constitués d'atomes. Voilà. Et tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Cette table, ce verre d'eau, Malika, moi, vous, on est tous constitués d'atomes, hein, puisque l'atome est aujourd'hui, de ce que l'on connaît, la plus petite particule que l'on connaît. La physique quantique, donc, permet de comprendre comment les atomes se comportent. Et effectivement, on se rend compte effectivement que en tout cas, la physique quantique nous explique que il existe des liens entre les atomes. Il existe plusieurs atomes, des photons, par exemple aussi. Mais et en fait, tous les atomes communiquent entre eux. D'accord. Donc, on communique aussi, nous, en tant qu'être parfait et en tant qu'être constitué d'atomes, on communique avec l'univers qui, lui, l'univers est constitué aussi d'atomes. Donc on envoie des messages vers l'univers grâce à notre ADN en l'occurrence, et on reçoit aussi des messages de l'univers. Lorsqu'on émet quelque chose, lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on ressent une émotion, de la colère ou de la joie, eh bien, on envoie cette colère ou cette joie à travers l'univers. Lorsqu'on pense à quelque chose, eh bien, on envoie cette pensée à travers l'univers. Donc, si je pense que je vis dans le bien-être, j'envoie tout simplement cette idée, ce bien-être à travers l'univers. Et en fait, tout simplement, l'univers y répond de la même façon. Et donc, ça rejoint la théorie des cordes, que tu abordes dans ton livre, où tu affirmes que nous exerçons
une influence beaucoup plus importante sur notre vie et sur les choses qui nous entourent que nous le pensons. Ça veut dire que finalement, du fait de ce principe, de la physique quantique, du fait de cet infiniment petit, nous allons influencer le comportement finalement des personnes qui sont dans notre environnement et je vais dire de tout le vivant. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, effectivement. Alors, il existe une théorie qui s'appelle la théorie des cordes, effectivement, et cette théorie dit que au niveau des atomes et du noyau de l'atome, en fait, le noyau de l'atome serait constitué de ce qu'on appelle des quarks, et que ces quarks eux-mêmes seraient constitués de cordes, un genre de cordes, comme des cordes de guitare, qui vibreraient en fonction de nos pensées et de nos émotions. Excuse-moi. Et donc effectivement, on a tous fait l'expérience. Vous êtes un jour retrouvé avec quelqu'un et cette personne était de mauvaise humeur et vous avez tout de suite senti que cette personne était de mauvaise humeur. Ou alors vous êtes retrouvé avec une personne qui était tout à fait joyeuse et même si vous aviez eu vous-même une mauvaise nouvelle derrière, vous retrouvez avec cette personne, elle vous a donné quelque part cette communication de cette bonne humeur. Vous êtes retrouvé à sourire, etc. Ou à l'inverse, effectivement, comme je le disais, vous vous retrouvez avec une personne qui est triste parce que elle a reçu une mauvaise nouvelle, et elle vous le communique, pas forcément à l'oral, mais aussi par des choses qui s'expliquent plus quantiquement, j'ai envie de dire. Et donc ça, cette tristesse, cette peur ou autre chose a été communiquée de cette façon-là. D'accord. Et donc, tu affirmes dans ton livre que nous avons le pouvoir d'agir sur ce qu'il se passe dans notre vie. Oui. Et tu nous parles de justement cette conversation avec l'univers. Tu parles de l'univers beaucoup, souvent. Et tu nous dis que ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. Ça veut dire qu'on a un rapport au temps, un rapport à l'espace. Cela relève-t-il de la philosophie, de la spiritualité ou de la physique quantique? De tout ça, j'ai envie de dire tout ça. De tout ça, de la philosophie, parce que la philosophie, ça permet de rêver. La philosophie, ça permet de s'inventer tout un tas de choses. Et puis aussi, de la physique quantique, parce que effectivement, tout ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. Lorsque je pense à quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je pense à quelque chose et que je reçois l'émotion qui va avec cette pensée, ça est transmis dans l'univers. Et en fait, cette chose, elle se crée dans l'univers. Donc, elle se met à exister. Si vous pensez, je sais pas, à une balle de tennis par exemple, vous pensez à une balle de tennis, vous n'allez pas ressentir peut-être une certaine émotion envers cette balle de tennis, je vous l'accorde, mais si vous pensez à cette balle de tennis, cette balle de tennis se met à exister quelque part dans l'univers. D'accord ? Si vous pensez trouver demain un nouveau travail, ce nouveau travail il va exister quelque part dans l'univers. Et la seule chose qu'il est nécessaire d'attendre et de mettre les actions en place pour l'avoir, de façon à ce que ça nous arrive, de façon à ce que l'univers nous l'envoie et de façon à ce que ça nous arrive naturellement. Alors cela suppose que nous avons réellement de l'influence sur notre environnement, alors déjà sur nous-mêmes, par rapport à nos pensées, oui, sur notre environnement, sur l'univers. Et alors, si on a une telle influence, pourquoi n'arrive-t-on pas à enrayer les guerres? Pourquoi n'arrive-t-on pas à ralentir le réchauffement climatique, les changements climatiques de toutes parts? Pourquoi n'arrive-t-on pas à enrayer la famine? Et puis je vais dire même la tristesse des gens qui nous entourent tout simplement, ou à améliorer l'état du monde? Quel est notre pouvoir justement en la matière? Alors si nous étions tous d'accord pour arrêter les guerres, pour changer ou pour ralentir le réchauffement climatique, je pense que ça se ferait. D'accord ? Si personne ne voulait de guerre, il n'y aurait pas de guerre, on est tous d'accord. Malheureusement, il y a certaines personnes qui veulent de la guerre.
Pourquoi? Parce qu'ils vont y tirer un bénéfice, comme je le disais tout à l'heure. Hein. La prescription de la vérité n'est pas performative. Du coup, des guerres, je pense qu'il y en aura toujours. Hein. Le réchauffement climatique, il existera toujours parce que nous sommes pas assez nombreux aujourd'hui d'avoir l'idée, d'avoir la volonté de lutter contre cela. Donc malheureusement, même si on serait une majorité à le vouloir, eh bien il y a certaines personnes, peut-être peu nombreuses, mais qui ne font pas les choses qu'il faudrait qu'ils fassent, et du coup nous n'arrivons pas à enrayer les guerres, nous n'arrivons pas à réduire le changement climatique. On sait ce qu'il faut faire, hein, mais malheureusement ces choses-là ne se font pas ou ne se font pas assez vite. Et alors justement, comme on se rend compte que on a finalement peu ou pas de possibilité d'agir sur des formations professionnelles, j'utilise un terme économique, sur notre macro-environnement, si on s'intéresse à notre micro-environnement, penses-tu que nous soyons capables de nous reprogrammer, nous, en tant qu'individus, pour que ce qui nous motive et pour qu'on puisse justement changer complètement notre état d'esprit et donc notre personnalité, pour que les choses finalement se fassent comme on le souhaite, à notre, je dirais, petit niveau, notre modeste niveau. Oui, on peut, bien entendu, on peut se reprogrammer, il suffit d'en avoir envie, et il suffit de mettre les actions en place pour y arriver. Changer de personnalité, je le crois pas forcément, mais en tout cas se reprogrammer pour arriver à nos objectifs, ça tout le monde en est capable. Mais encore une fois, il faut se donner les moyens. Lorsque l'on pense à quelque chose, lorsque l'on souhaite quelque chose, eh bien il y a toujours des objectifs, il y a toujours des choses à faire, des actions à mettre en place, qui peuvent être matérielles, qui peuvent être aussi spirituelles, effectivement. Mais oui, on le peut en tout cas, et j'en suis absolument certain. Et d'ailleurs, de nombreux exemples pourraient suivre aussi. Et on a tous connu quelqu'un, on s'est dit, tiens, cette personne, elle a vraiment changé, quoi. C'était quelqu'un de pas terrible, et s'est super améliorée. Elle a évolué, elle a été sans travail pendant des années, elle a trouvé un super job. Voilà. Le principal, effectivement, c'est de le vouloir. Et quand on parle de vouloir, c'est vraiment ne pas simplement se le dire, hein, c'est de ressentir les choses, c'est d'avoir les émotions qui vont avec. Et à ce moment-là, effectivement, le processus de changement se met en place. Dans ton livre, tu parles de performance. Oui. Et on a tendance à imaginer que la performance va nous apporter du bon parce qu'on vise des résultats, des objectifs, de la productivité. Finalement, la performance n'est-elle pas la source de notre mal-être? Cette urgence de vouloir toujours faire mieux, toujours faire plus. Alors tout dépend le degré de performance que l'on souhaite se mettre. Il y a des personnes qui se trouvent très bien, qui se trouvent très performantes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, et ne souhaitent pas changer. Je ne fais pas partie de ces personnes. Moi, j'essaie toujours de m'améliorer sur un sujet ou sur un autre. Mais voilà, ma définition de ma performance personnelle n'est peut-être pas la même que tout le monde, effectivement. Est-ce que la recherche de performance est source de mal-être? Je crois pas. Au contraire, je crois que c'est vraiment une source de bien-être, parce que quand on va chercher du bon, eh bien, on ressent du bon. Lorsqu'on va chercher du mieux, eh bien, on est mieux. Et lorsqu'on va chercher du meilleur, on devient aussi meilleur. Alors finalement, si nous décidons, toutes et tous, aujourd'hui, de passer à l'action et de révéler le meilleur de nous-mêmes, quelle action peux-tu nous proposer que l'on mette en place dès demain matin
au réveil, pour exacerber notre beauté intérieure, pour la faire rayonner sur notre environnement, pour la faire rayonner dans l'univers, et je vais oser dire pour la faire rayonner dans l'éternité. Ça fait beaucoup, effectivement. Alors, prenez des notes, vous allez avoir du travail pour demain matin. Alors, non, je vais vous donner deux choses. La première chose la première chose que vous allez faire demain matin en vous réveillant, c'est de vous répéter que vous allez passer une bonne journée. Voilà. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Et vous le dire 3-4 fois d'affilée, en étant certain, faut pas le dire comme ça dans le vent parce que je vous l'ai dit ce soir. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Hein. Mais si vous avez envie, faites-le vraiment en conscience et répétez-le plusieurs fois. Je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Voilà. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir de la gratitude. Je parle beaucoup de gratitude aussi dans mon livre. Oui. Et la gratitude, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous avez bien dormi cette nuit-là, dites-vous-le le matin en vous réveillant. J'ai super bien dormi, quoi. Et ressentez en plus le fait d'avoir bien dormi. Hein, parce que, encore une fois, dire les choses et les penser, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi ressentir les choses. Hein. Le ressenti, c'est ce qui fait passer, c'est le pilier de la communication. Donc, demain matin, après vous avoir dit à plusieurs reprises, je vais passer une bonne journée aujourd'hui, hein, toujours de façon positive. Hein. On ne dit pas aujourd'hui, je vais pas passer la même journée pourrie qu'hier, hein, d'accord. Donc on va la dire de façon positive. On va dire aujourd'hui, je vais passer positive et affirmative, d'accord. Et la deuxième chose, c'est remercier. Remercier si vous avez la chance d'avoir une maison, un lit confortable. Remercier parce que aujourd'hui je vais présenter mon livre ce soir devant un public admiratif. Merci pour cela parce que aujourd'hui j'ai un rendez-vous super important, donc je vais remercier pour ça. Aujourd'hui mon épouse va me cuisiner un super plat, donc je remercie pour ça. Avoir de la gratitude et exprimer cette gratitude en ressentant tout ça, c'est très très important. Donc voilà les deux petites actions et faites-moi confiance et je vous le promets, c'est garanti ou remboursé. Demain, vous ne passerez pas la même journée. Donc, demain, on se réveille, on dit merci, on accueille, on sait qu'on va passer une bonne journée. Et justement, pour, on va dire, presque clôturer notre entretien, je vais te demander, Eric, de bien vouloir nous lire un passage de ton livre, un passage choisi. Qu'est-ce que tu aimerais offrir aujourd'hui de ton livre? Parce que je pense que Chantal pourra nous le confirmer, écrire un livre, c'est offrir un bout de soi. Qu'est-ce que tu peux nous offrir de toi aujourd'hui? Écoutez, on parlait justement de gratitude et bien justement j'ai envie de vous partager alors peut-être pas tout le chapitre sur la gratitude, mais un petit bout de ce chapitre-là, d'accord, qui s'appelle la gratitude, le chemin vers le bien-être. Donc il y a quelque chose de simple à faire quotidiennement et qui est une source de bien-être incroyable, c'est éprouver de la gratitude. La vie nous offre tous les jours des milliers d'opportunités de ressentir du bonheur, de la joie, de nous donner le sourire. Des choses pour la plupart du temps qui nous semblent anodines et qui échappent trop rapidement à au champ de notre conscience. Mais les exemples de nous réjouir sont nombreux si l'on s'en donne les moyens d'y prêter une attention particulière. Le soleil qui brille, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant que nous croisons dans la rue, le délicieux repas que nous avons pris, la fierté d'une tâche que nous avons accomplie, le compliment que l'on nous a fait, etc. Il est très important de ressentir de la gratitude, et j'insiste sur le terme de ressentir, car remercier n'est pas suffisant. Remercier est effectivement le point de départ de la gratitude, c'est-à-dire exprimer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais il est indispensable que ces remerciements soient vrais et sincères. Je m'en explique. Souvent, les personnes qui s'attachent à l'exercice de la gratitude recherchent à trouver des choses pour lesquelles ils pourraient être reconnaissantes.
Alors, ces personnes remercient pour tout un tas de choses qui leur passent par la tête de façon automatique, et cela sans émotion, sans réellement éprouver de la gratitude. Mais cela ne sert à rien, et nous allons comprendre pourquoi. Il est inutile de rechercher des centaines de choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant. Les choses doivent venir d'elles-mêmes, car ces choses-là ne s'oublient pas. Alors, inutile de remercier pour le soleil qu'il a fait aujourd'hui si vous n'avez pas mis un pied dehors. Remerciez pour le soleil si vous avez ressenti à un moment de votre journée quelques rayons qui sont passés sur votre visage. Et qu'à ce moment-là, vous vous êtes alors senti bien. Votre corps aura enregistré cette information de bien-être. Et il vous sera alors très facile de ressentir cette même émotion lors de vos remerciements. La gratitude active le système de récompense. Il existe dans notre cerveau plusieurs zones cérébrales complexes qui s'activent lorsque nous ressentons du plaisir. Elles s'organisent en réseau pour traiter toutes ces informations sensorielles et permettent alors la libération de neurotransmetteurs, notamment de dopamine, qui nous donnent du plaisir, mais aussi des endocannabinoïdes. Et vous serez d'accord avec moi, nous sommes tous accros au plaisir. Cependant, la notion de plaisir n'est pas si simple à définir en neurobiologie. Notre système de récompense nous est indispensable car il permet de maintenir une motivation nécessaire à la réalisation de nos actions et de nos comportements. C'est un système psychotrope car, comme je viens de vous le dire, nous sommes tous accros à nos récompenses personnelles. Deux zones de notre cerveau entrent en jeu dans le système de récompense, l'hypothalamus et une région profonde du mésencéphale, l'aire tegmentale ventrale. Cette dernière est caractérisée par la présence de neurones qui produisent la dopamine. Les neurosciences nous apprennent alors que le circuit de la récompense est constitué de structures suivantes: le noyau accumbens, le septum, l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Toutes ces structures sont alors sous la dépendance des afférences dopaminergiques venant de l'aire tegmentale ventrale. C'est un peu compliqué, mais vous avez des schémas pour expliquer tout ça. Ces structures jouent des rôles particuliers dans le circuit de la récompense. Le cortex préfrontal, du coup j'ai du mal avec ce mot, provoquerait la motivation. L'amygdale provoquerait les émotions, l'hippocampe régulerait notre mémoire, l'hypothalamus régulerait alors les fonctions neurovégétatives et enfin l'aire tegmentale ventrale provoquerait la libération de dopamine, comme nous l'avons dit à l'instant. Donc si j'ai bien compris, si on résume, le fait de s'exposer au soleil et de ressentir le plaisir que le soleil me procure, le jour où il fait gris et que je repense au soleil et le plaisir qu'il m'a procuré, je réactive toutes ces parties de mon cerveau. Exactement. Donc je peux être en joie tous les jours. Exactement. Ah, super. C'est exactement cela. Ça tombe bien. Et la preuve en est, on vous a raconté une super blague hier, vous avez beaucoup ri. Si vous la racontez encore aujourd'hui, vous revivez le moment, vous allez re-rire. Chacun d'entre vous, vous n'êtes pas des nourrissons. De la joie, vous en avez tous ressenti au moins un jour. Donc, votre cerveau, il a enregistré ce que c'est la joie. D'accord ? Donc, il suffit juste de retrouver cette émotion, que votre cerveau il vous recommunique cette émotion pour que vous la ressentiez encore une fois dans votre corps et la mettre juste en lien avec l'objectif que vous êtes fixé ou le désir que vous avez. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce que vous avez pensé là, il existe déjà. Vous l'avez créé. Peu importe ce que c'est, je ne connais pas la chose à laquelle vous avez pensé, je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas vos désirs, mais en tout cas, vous pouvez être sûr et certain qu'il existe quelque part dans l'univers, maintenant. Alors bon, moi j'ai quand même pris ce temps de méditation pour qu'un objectif effectivement soit atteint, c'est qu'un maximum de personnes puissent lire et découvrir ton livre, parce qu'on y découvre le pouvoir de la sémantique, le pouvoir des mots et le pouvoir de la pensée, qui vont fortement conditionner ce que nous devenons. Ainsi,
Aujourd'hui, si on écoute l'actualité, on aura tendance à entendre des mots plutôt négatifs. Même l'organisation de notre système, de la sémantique de notre système est négative. On parle d'assurance maladie plutôt que d'assurance santé. On parle de force de l'ordre plutôt que de gardien de la paix. Et donc on se rend compte qu'il y a toute une sémantique qui nous maintient dans la peur, dans l'angoisse, dans quelque chose du registre de la peur. Or, la peur, tu en parles dans ton livre, c'est un frein, c'est une barrière. Si on décide de changer les mots, d'oser opter pour une sémantique plus positive qui nous élève davantage, ben on se rend compte que on a finalement tout intérêt d'acquérir du vocabulaire pour étoffer, pour modifier et pour reprogrammer notre façon de penser, la façon dont on ressent les émotions. Et de ce fait, l'énergie que va dégager notre corps, grâce ou du fait plutôt de la physique quantique, pourra peut-être contribuer à rendre le monde un peu plus beau, l'univers un peu plus vaste et l'éternité un peu plus rose.